tiens à remercier Irina Dubois pour cette invitation. C'est une animatrice de tout un ensemble qui réfléchit et qui essaie de s'exprimer de manière objective en analysant les faits et non pas en s'engageant de manière idéologique. Alors, elle m'a présenté rapidement, quelques-uns d'entre vous me connaissent. Je vais vous parler de ce bouquin et je vais vous parler surtout des États-Unis. Alors ça peut vous paraître curieux dans le dialogue franco-russe, pourtant c'est essentiel. Les États-Unis, c'est plus qu'un impérialisme, c'est une hégémonie. Et je vais commencer mon propos en citant deux personnages. Alors, le premier, vous allez le deviner, hein, bien sûr. Le premier a dit « L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. » Savez-vous qui c'est? Évidemment, c'est le grand Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Mais il a ajouté, mais la difficulté dans ce cas, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Les vues du Pentagone, vous parlez comme à l'époque, hein, sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables. Charles de Gaulle, et c'était en 1963. Donc, 60 ans plus tard, eh bien, les choses se sont aggravées. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un deuxième personnage qui a dit « Nous sommes en guerre contre les États-Unis et les Français ne le savent pas. » Mitterrand, voilà. Et moi, je dis à mon modeste niveau, nous allons être en guerre contre les États-Unis, certains l'ont engagé, et c'est une guerre que nous allons gagner. Alors, je ne suis pas hostile au peuple américain, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est presque aussi malheureux que les populations du monde. Je crois que les États-Unis, les États-Unis, si on ne regarde pas l'origine de ce pays, la façon dont il s'est créé, on ne peut pas comprendre son attitude actuelle. Je crois que dans les temps récents, ce n'est pas de la provocation ce que je fais, mais c'est un constat. L'effondrement de l'URSS en 1991 a été une catastrophe pour l'humanité. Je pèse mes mots, et je le répète, je ne fais pas de provocation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, n'ayant plus d'adversaires à sa hauteur, Washington a libéré son hubris, pour utiliser un mot à la mode, son orgueil démesuré, hein, et n'a plus de limite dans son action hégémonique. Alors, je vous parle des fondements des États-Unis. Si j'en reviens à l'origine, vous savez qu'il y a eu 13 colonies à l'origine britannique sur la côte Est, et des gens qui sont partis à bord d'un bateau qui s'appelait la Mayflower. Toute cette histoire, vous la connaissez. Et les gens qui se sont installés là-bas, qui étaient d'origine britannique ou d'origine hollandaise, étaient des calvinistes ou des luthériens, c'est-à-dire des protestants. Et ils avaient dans l'esprit que leur installation sur cette terre était le fait d'un destin qui sera appelé plus tard par un président des États-Unis une destinée manifeste. Ils étaient convaincus qu'ils avaient un rôle à jouer et ils vont le jouer. Et ils se sont appuyés, évidemment, sur un certain nombre de moyens. Et la première pensée qu'ils ont eue, c'est que s'installant là-bas, il fallait être protestant, il fallait être blanc, et pour pouvoir voter, être homme et propriétaire terrien. À partir de là, ces Pilgrim Fathers, ces pères pèlerins, ont développé. Dans un premier temps, ça a été la conquête de l'Ouest. Vous avez tous eu des westerns. Mais dans ces westerns, la population originaire
de ce territoire, les Indiens, ont toujours eu le mauvais rôle dans les films. Pourtant, c'était la population originaire, hein, la population indigène. Ils ont été massacrés, ils ont été combattus, et ça a été une des premières étapes du racisme qui va s'installer aux États-Unis. Et il faut savoir que les Indiens n'auront le droit de vote qu'en 1948. Et ils ont été parqués pendant de très nombreuses décennies dans des espèces d'enclos. Hein. Voilà. Ça a été la première étape, la conquête de l'Ouest. Donc, cette destinée manifeste, avant qu'elle soit exprimée dans les mots, existait déjà. Et elle reposait aussi sur un constat que Luther et Calvin avaient fait. Je n'ai rien contre les protestants français, hein, ni d'ailleurs. Mais s'agissant des protestants anglo-saxons, qui sont allés de l'autre côté de l'Atlantique, il y a beaucoup à dire. Luther et Calvin ont fait reposer leur façon de voir sur la fameuse parole du Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui fait que cette population nouvelle installée de l'autre côté de l'Atlantique a considéré que la richesse était finalement un don de Dieu. On a séparé la croyance de la richesse. Et le dollar, plus tard, sera devenu un moyen d'exprimer la réussite. Alors, ils se sont étendus parce qu'il fallait une base territoriale pour recevoir les émigrants suivants. Et puis, les esclaves sont arrivés. Évidemment, ils ont été considérés à l'aune de la considération que les premiers migrants portaient aux Indiens. Et puis, d'autres populations venues d'Europe sont venues, parfois catholiques, et parfois venus de pays du Sud, comme les Italiens, comme quelques Espagnols ou des gens d'Europe centrale. Et tous ces gens ont été considérés comme d'un niveau moins noble que la population d'origine. Donc il y a un racisme et une xénophobie qui se sont installés dans cette population originaire. Aux Pilgrim Fathers ont succédé, et le terme vous le connaissez aussi, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Et ces gens-là ont diffusé ces idées. J'en vais en venir aux théoriciens. Et donc, cette idée que la réussite était due à leur appartenance à cette génération qui s'était installée à l'origine des États-Unis. Alors, il faut savoir aussi que cette idéologie financière a été aussi à l'origine de l'extension des États-Unis à l'extérieur. Ce complexe de supériorité, le peuple élu, le nouveau peuple élu, c'est une expression aussi. Le premier, vous le connaissez, c'est le peuple hébreu, mais eux se sont considérés comme le nouveau peuple élu. Le nouveau peuple élu. Et donc, quand vous êtes le nouveau peuple élu, vous avez évidemment d'emblée, dans le fond de la pensée, l'impression ou le sentiment d'une supériorité par rapport aux autres peuples. Et ça, c'est ce qui a, depuis l'origine, motivé l'action des États-Unis. Alors, j'ai parlé des Indiens qui n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1948, mais les Noirs, hein, évidemment, ils ont été considérés comme moins que rien, et ils ont fait l'objet d'une condescendance et d'une attitude brutale. Et ils n'obtiendront le droit de vote, vous le savez, qu'en 1965. Vous vous rendez compte, 65, c'est hier. Hein, il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui sont nées dans cette période-là, ou même qui sont nées avant. Alors, ce racisme, parce que c'est ça, cette condescendance, s'est exprimée tout au long je passe sur le détail, bien sûr, hein,
tout au long de l'histoire des États-Unis pendant le XVIIIe et le XIXe siècle, et au début du XXe siècle, elle s'est manifestée, par exemple, en 1912. 1912, c'est presque hier, et là, il s'est agi de savoir, vous êtes assis, heureusement, si, c'est le Congrès, si la nature raciale des Italiens, il y a peut-être des personnes d'origine italienne dans cette salle, dont beaucoup issus du Mezzogiorno, avaient la peau basanée, et il s'agissait de savoir s'ils devaient être considérés comme blancs. Comme blancs. C'est historique, hein, je ne vous raconte pas d'histoire, ce sont des faits. Et jusqu'en 1967, les mariages interraciaux restèrent interdits dans certains États, et jusqu'en 70, quiconque avait du sang noir ne pouvait être recensé que dans la catégorie noire, comme les mulâtres, les carterons, même les octavons. Il est vrai que tout ressortissant états-unien aujourd'hui est encore rattaché à une race. Alors, ce racisme et cette xénophobie, aujourd'hui, exprimée brutalement, ça passerait mal, bien évidemment, parce qu'il y a une ouverture sur le monde. Mais elle existe toujours, cette xénophobie, et ce racisme aussi. Alors ça a pris un autre nom, c'est les Américains eux-mêmes qui appellent ça le racisme symbolique. Et qu'est-ce que le racisme symbolique? C'est sinon la définition d'une appartenance à une caste en fonction de la richesse. Toujours déjà le problème de l'argent. Le problème de l'argent, le dollar. Et on y viendra dans le cours de mon propos. Alors, les États-Unis, depuis le début, n'ont promu que la violence. Ils n'ont promu que la violence pour conquérir des terres, mais ils l'ont promu aussi parce qu'ils se sont organisés d'emblée. Évidemment, quand vous êtes persécuté, vous vous rassemblez entre personnes subissant la même persécution. Donc, on a eu des communautés qui se sont créées. Des communautés, et qui dit communauté dit comparaison, et qui dit comparaison dit hiérarchisation. C'est comme ça que fonctionnent aujourd'hui les États-Unis. C'est pour ça que je dis c'est un peuple qui n'est pas très heureux, hein, finalement. Et c'est assez opposé à la vision, c'est même totalement opposé à la vision française, où on transcende les différences entre les uns et les autres, hein, par l'idée de nation. La nation française, c'est un fait. Il y a, que vous soyez de Nouvelle-Calédonie, de Marseille, de Lille, d'Alsace, des Antilles, de la Réunion ou de Dieu sait où, ou venus des anciennes colonies françaises, à partir du moment où vous êtes français, vous appartenez à la nation. On ne fait pas de différence. Mais aux États-Unis, on fait des différences. Donc, quand vous voyez des pseudo-intellectuels qui voudraient transformer la France en juxtaposition de communautés, c'est désintégrer la nation, c'est absurde, et c'est faire comme les Américains, c'est-à-dire promouvoir la violence. Alors, je reviens un peu en arrière, l'expansion de ce pays-là était inévitable. Ils ont compris très vite que la monnaie était essentielle. Ils ont acheté des terres. Et nous, on leur a vendu la Louisiane. Alors la Louisiane, c'est pas la Louisiane d'aujourd'hui. L'État fédéré de Louisiane, c'est à peu près un tiers des États-Unis actuels. Et celui qui a fait ça, j'ai pourtant une grande admiration pour lui. Je suis désolé pour ceux qui sont d'origine russe, mais c'est Napoléon, enfin c'est Bonaparte en 1803. Et il aurait mieux fait de s'occuper du développement de la Louisiane que d'aller conquérir Dieu sait quoi. Donc là, et puis, bon, puisque je parle de Russie, l'Alaska, le plus grand territoire, le plus grand État américain, a été acheté au tsar Alexandre II. Alors, lui aussi, il a fait une connerie, hein. Passez-moi l'expression, parce qu'il croyait se protéger des Anglais, et en fait, on sait bien que
les Anglais et les Américains. Aujourd'hui, c'est assez proche, c'est même bonnet blanc et blanc bonnet. Enfin, pour moi, j'exagère un peu, mais pas trop quand même. Et puis, ils ont, en 1917, ils ont acheté au Danemark les îles Vierges. Ils ont acheté aussi, ils ont voulu acheter au 19e siècle le Groenland et l'Islande. À l'époque, l'Islande n'était pas indépendante. Et bon, le Danemark a refusé. Et Trump, lorsqu'il était président, a voulu acheter au Danemark à nouveau le Groenland. Oh, le Groenland, c'est quoi? C'est, comme disait Voltaire à propos du Canada, des vastes étendues de neige. Hein? Ben non, bien sûr que non. Le Groenland, c'est un formidable terrain riche de toutes sortes de matières premières, notamment de terres rares, qui sont indispensables pour les industries actuelles et les industries du futur. Bon, le Danemark a évidemment refusé. Alors, cette politique, c'est une politique, mais il n'y a pas que l'achat. Ils ont aussi créé ce que j'appelle le chaos. Le chaos, j'y reviendrai, c'est d'abord la dislocation des possessions coloniales espagnoles, jusqu'à mener un conflit contre l'Espagne en 1898, sur des prétextes faux, évidemment. Là aussi, j'y reviendrai, pour assurer leur suprématie sur leur arrière-cour. Alors, il y a des théoriciens de cette puissance. Je viens de parler de l'aspect religieux, mais il y a des théoriciens. Et vous en avez entendu parler, il y a eu la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe, c'était le 5e président des États-Unis, et il a simplement dit, à l'époque, bon, les États-Unis, c'était de l'autre côté de l'Atlantique, on n'y faisait pas trop attention, encore que certains gouvernements se sont révoltés à juste titre. Il a simplement dit que la colonisation était fermée sur le continent américain et que la seule puissance qui pouvait s'occuper de la géopolitique du continent, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis. Vous vous rendez compte, déjà, au XIXe siècle, c'était autour des années 1850, cette ambition qui montait. La doctrine de Monroe. Alors, les États-Unis, il y a une suite. Hein. Les États-Unis se réfèrent à un certain nombre de penseurs, dont Robert Knox, hein, qui lui aussi a sévi au XIXe siècle, et qui était un raciste convaincu, un raciste qui prônait l'hégémonie de la race blanche. Il y a eu aussi un penseur britannique, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Alfred John Mackinder. Mackinder, c'était le fondateur en fait de la géopolitique ou de la géostratégie. C'est un type qui était convaincu de la supériorité raciale anglo-saxonne, on y revient, et qui regardait le monde non pas de manière mercatorienne, mais avec une vision polaire. Et quand vous regardez le monde à partir du pôle, vous avez deux grandes zones. La zone continentale, eurasiatique, avec l'Afrique, et vous avez la zone maritime avec une ceinture qu'on a appelée le Rimland, qu'ils ont appelé le Rimland, avec les États-Unis, un continent effectivement assez maritime, et puis les îles jusqu'à Australie, Nouvelle-Zélande, etc., etc. Et ce monsieur disait que qui tient... Alors vous allez faire des relations avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Qui tient l'Europe occidentale tient la masse continentale. Et il aura un successeur qui, lui, sera américain, Nicholas Spikeman. Pour lui, la sécurité géopolitique des États-Unis dépend évidemment de la suprématie géographique. Et il dit que pour tenir cette masse continentale, il faut évidemment tenir les îles et tenir la partie occidentale de cette masse continentale, c'est-à-dire la plaine
qui va jusqu'en Ukraine et se prolonge en Russie. Vous voyez, hein, vous pouvez faire des rapprochements, hein, c'est pas interdit. Hein. Bon, alors, ça, ce sont des penseurs généralistes. Mais il y a eu, par la suite, au XXe siècle, des penseurs beaucoup plus concrets qui ont exprimé la volonté d'établir ou de maintenir l'hégémonie américaine. Il y a eu ce que l'on appelle le PNAC, le Project for the New American Century, c'est-à-dire le projet pour un nouveau siècle américain, qui est un groupe de réflexion qui a fonctionné jusqu'en 2006 et qui confortait cet état d'esprit de nécessité de l'hégémonie américaine. Mais il a été appuyé par des gens comme William Kristol, Robert Kagan et Dick Cheney. Alors, pour info, Robert Kagan, c'est le mari de quelqu'un dont vous avez entendu parler très certainement, Victoria Nuland. Hein, Victoria Nuland, qui a fait la manigance en Ukraine. Hein, c'est clair. Bon, donc vous voyez toute cette conception éthique ou philosophique, cette conception géopolitique et géostratégique et l'application. Hein. Alors, on peut ajouter à ces noms ceux de Henry Kissinger, dont je parlerai un peu plus tard, de Paul Wolfowitz, et dans le grand échiquier, Zbigniew Brzezinski, un autre théoricien de l'impérialisme états-unien. Paul Wolfowitz a été celui qui a conçu la doctrine qui a porté initialement son nom et qui est devenu le Defense Guidance Planning de 1992 et qui avait pour objectif, qui avait pour finalité l'établissement de la souveraineté ou de l'hégémonie américaine après l'effondrement de l'URSS. Bon, et puis ces gens-là, et vous remarquerez qu'il n'y a pas que des anglo-saxons là-dedans, mais des gens qui sont des ralliés. Et beaucoup de juifs parmi eux. Premier peuple élu, associé au deuxième peuple élu. C'est comme ça. Donc on peut dire aussi qu'Israël ne craint rien, hein, pour la bonne et simple raison qu'il y a une intimité financière entre les uns et les autres. C'est un simple constat que je fais, hein, bien évidemment. Il y a des alliés extérieurs. Vous avez tous entendu parler de l'ineffable George Soros, hein, donc d'origine hongroise, et surtout maintenant son fils, Alexander, qui est le fondateur de l'Open Society. Vous avez aussi des ralliés qui mènent la politique, qui relaient la politique des États-Unis au plan financier, au plan conceptuel. Klaus Schwab, fondateur, membre du groupe Bilderberg, dont il a été un des animateurs, et aujourd'hui l'animateur de Davos. Hein, de Davos. Vous avez Ursula von der Leyen, qui, malgré son nom germanique, est une Larson, d'origine américaine. Sa famille a fait fortune dans le trafic d'esclaves. Vous avez son mari est un des grands patrons d'un groupe pharmaceutique américain. Hein. Donc, et pour la France, alors, vous avez des personnages connus. Je ne vais pas tous les citer parce que malheureusement, ils sont nombreux. Hein, mais vous avez des activistes comme Jacques Attali, vous avez Alain Menck. Et puis dans le passé, parce que nous aussi, il faut que nous regardions les choses à l'époque du général de Gaulle. Vous savez, si la Constitution de 58, si le général de Gaulle était arrivé au pouvoir un peu plus tôt, le traité de Rome n'aurait jamais été signé. Jamais. Pourquoi ? Parce que d'emblée, à l'instigation des deux personnages que je vais citer, il y a eu une volonté écrite d'intégration de plus en plus poussée des nations européennes, enfin des États européens, on ne parle pas de nations. Et ça, on le doit à deux personnages, Monnet, que certains célèbrent, et puis Schuman.
Alors je parle de Monet parce que c'est une personnalité que certains encensent, mais qui, pendant la guerre, était aux États-Unis, bien sûr. Il a travaillé dans la banque aux États-Unis, et qui écrit à un secrétaire d'État états-unien à propos de De Gaulle que ce personnage était hostile au rapprochement après la guerre des pays européens, et qu'il est en même temps hostile à l'amitié avec les États-Unis, et qu'il doit être détruit. Détruit. C'est l'expression que ce type-là, j'ai aucun respect pour ce bonhomme, utilise. Détruire le général de Gaulle. Fallait le faire. Quant à Robert Schuman, il a passé la guerre en allant d'un monastère à un autre pour se protéger, pour éviter d'être arrêté. C'est pas le meilleur des comportements qu'un type de ce standing aurait pu avoir. Et puis il a été à l'origine de la rédaction du traité de Rome et d'autres traités. Alors cette caste, évidemment, puisque je parle de caste maintenant, vous voyez, cette caste internationalisée venue des WASP et avec ses associés, a besoin de relais privés et de groupes de réflexion. Et là, on en a déjà évoqué quelques-uns. Ces groupes de réflexion, c'est la trilatérale, bien sûr, le groupe Bilderberg, qui a été fondé par Rockefeller, et puis Kissinger, et puis quelques autres, et puis des institutions comme la Rand Corporation, dont la vocation repose sur le conseil et la recherche et l'analyse stratégique dans le but d'améliorer la politique et le processus décisionnel du gouvernement états-unien. Alors cette idéologie, vous vous rendez bien compte que derrière tout ça, c'est forgé une idéologie, c'est l'exportation de l'American Way of Life, et en fait la dislocation de tout ce qui peut contester la puissance hégémonique de ce pays. Alors évidemment, ça repose sur le capitalisme ultralibéral et sur un certain nombre d'actions. Il faut soumettre les peuples. Et il y a quelqu'un qui a particulièrement bien décrit le mode opératif des États-Unis, qu'ils pratiquent d'ailleurs chez eux. Je dis, je n'ai rien contre la population américaine. C'est Noam Chomsky. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un type remarquable dans son analyse. Il était professeur au MIT. Il dit dévalorisation des examens et concours. Regardez ce qui se passe chez nous. Mépris des langues locales et l'imitation du vocabulaire. Participer à la domination avec les médias. Vous savez que 90% des médias grand public sont détenus par 9 conglomérats. Et ces 9 conglomérats appartiennent à qui? Je vous le donne en mille, à Vanguard et à BlackRock, les 2 grands fonds de pension états-uniens qui ont acheté, curieusement, avec d'autres, avec Monsanto par exemple, des terres à blé en Yavol. Voilà. Bon, voilà, qu'est-ce que vous croyez? Alors, il y a seulement ça, il faut ajouter l'abaissement culturel, le mépris des gens qui ne réussissent pas, tous ces ingrédients, vous les trouvez dans la politique menée par les États-Unis. Alors, il y a 2 outils remarquables, et le premier ne va pas vous étonner, et le second est dépendant du premier, pour mener ces opérations. Ces 2 outils, c'est la monnaie, et l'autre, c'est l'armée. L'armée, évidemment, n'existe que parce qu'il y a de la monnaie. Il y a de l'argent. La monnaie, c'est le dollar. Et dans l'histoire du monde, il n'y a pas un exemple d'une monnaie à la fois nationale et internationale. Et ça, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de cette monnaie internationale, mais aujourd'hui, c'est quand même dramatique. Elle est
décorrélée de l'or. Elle est décorrélée de l'or, ce qui veut dire que quand les États-Unis ont une augmentation de la valeur du dollar, ça pénalise les économies occidentales, et quand il y a une dévalorisation, pareil. Et les pays du tiers-monde subissent, ceux qui sont encore liés au dollar, c'est-à-dire beaucoup, ils subissent aussi les variations de cette monnaie. Alors, je vais vous faire une citation de quelqu'un qui s'appelle Amschel Bauer, dit Rothschild, voilà, dit Rothschild, qui disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me moque des lois de l'État ». Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Ceux qui ont la monnaie, ceux qui détiennent le pouvoir au FMI, construction états-unienne, la Banque mondiale, construction états-unienne, ils font ce qu'ils veulent. Qui plus est, il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a succédé au GATT, hein, et qui impose, et la relation avec la monnaie internationale est évidente, qui impose une absence totale de frontières. Je fais un aparté. L'Union européenne, enfin la Communauté européenne économique, qui est anciennement marché commun, s'était bâtie sur la protection des économies des 6 membres fondateurs, puis des 9, etc. Et il y avait des barrières aux frontières de cet ensemble. À partir du moment où il n'y a plus de frontières économiques, financières, plus de taxes, qu'est-ce qui restait? Quel était l'intérêt de la Communauté européenne économique? Elle n'avait plus. Donc les penseurs de l'Europe ont dit il n'y a plus que l'intégration politique. Et voilà comment on est arrivé à l'intégration politique et à la situation d'aujourd'hui. Et cette intégration politique, on verra que ça fait partie aussi des modes d'action des États-Unis. Donc la monnaie est avec le privilège du dollar, hein, les privilèges du dollar, ça fait que les États-Unis ont pu asseoir aussi par ce biais-là leur hégémonie sur le monde. Ils l'ont fait, par exemple, alors la politique qui était menée, on peut évoquer le plan Marshall. Le plan Marshall, après la guerre, il y avait le pré-bail auparavant, le plan Marshall, c'était des prêts consentis aux pays qui sortaient de la guerre, et tout le monde s'est précipité sur ces prêts. Il y en a 2 qui avaient compris que c'était un piège. Hein. Le premier, c'est celui que j'ai cité au début, et puis le second, c'était Staline. Staline a dit, mais c'est une colonisation déguisée. Et c'était effectivement ça, parce qu'on prête de l'argent, mais après, les pays étaient obligés d'acheter aux États-Unis, de se lier, et de se lier non seulement par les objets qu'ils achetaient, mais également par des normes, par des contraintes. Et à partir du moment où vous vous intégrez dans un dispositif parfaitement normé, mais qui n'est pas selon vos normes à vous, vous êtes obligé de vous aligner. Alors, ces privilèges de Bretton Woods, finalement, de la suite de Bretton Woods, perdurent aujourd'hui. Mais, et on y reviendra. Alors, l'autre outil, c'est, mais toujours en conséquence de la puissance du dollar, c'est les lois extraterritoriales. Vous en avez évidemment entendu parler. À partir du moment où une affaire se fait en dollars, il y a un droit de regard des États-Unis. À partir du moment où une pièce je suis soldat, je vais parler d'un missile, est originaire des États-Unis, les États-Unis vont voir ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Non seulement c'est de l'inquisition sur le matériel, mais c'est également une information, un renseignement. Donc
ces lois extraterritoriales, c'est un scandale. Il y a des banques françaises, comme le Crédit Agricole, comme la BNP, qui ont été sanctionnées, mais de manière colossale. Les Français n'ont pas été les seuls, les Allemands aussi. Les Allemands, pourtant, les alliés privilégiés des Américains. Alors, la guerre. C'est le deuxième grand outil. Il est évident que la force militaire des Nations Unies dépend aussi de la puissance du dollar. Bon. Mais la guerre, c'est ce que... Ils se sont aperçus que la guerre était un formidable outil de développement au moment de la guerre civile, enfin la guerre de sécession. La guerre de sécession, qui a eu pour comment dire, prétexte la libération des esclaves, mais c'était en fait la conquête du Sud. Le général Lee, qui était le patron des forces sudistes, n'était pas du tout favorable au maintien de l'esclavage. Il considérait que c'était une aberration économique, et donc le prétexte n'était effectivement qu'un prétexte. Le but, c'était d'intégrer le Sud dans un vaste ensemble, alors que le Sud se rapprochait culturellement, artistiquement, intellectuellement de l'Europe occidentale. Ça n'était pas dans les buts de nos WASP. Alors, ils ont compris que la guerre, c'était un formidable outil de développement, parce que c'est vrai, ce fut la première guerre moderne. Et à partir de là, ils ont mené des opérations. Les États-Unis, depuis leur origine, n'ont dû être en paix qu'une dizaine d'années. Ils ont mené plus de 500 guerres. C'est incroyable. Vous regardez l'histoire des pays européens, depuis 1000 ans, je ne sais pas si on arrive à ce chiffre. J'en sais rien. Je peux me tromper. Mais enfin, bon, c'est colossal. C'est colossal. Et donc, depuis 1945, ils mènent des guerres. Ils mènent des guerres, ils n'en ont gagné aucune. Aucune. Je pèse mes mots. Et quand Hollywood vous présente des films à la gloire de l'armée américaine, il faut quand même relativiser et regarder l'histoire. L'histoire, c'est des faits, c'est des constats. Si il n'y avait pas eu un certain nombre de pays alliés des États-Unis, ils n'auraient jamais pu faire leur débarquement. Si les troupes soviétiques ne s'étaient pas battues d'une manière splendide à Stalingrad, en bloquant les armées de von Paulus, si l'armée française n'avait pas fait sauter le verrou, l'armée française n'avait pas fait sauter le verrou du Mont Cassin pour permettre à l'armée Patton de foncer sur Rome. Je vous rappelle que c'était la première division d'infanterie algérienne et le 4e régiment de tirailleurs marocains qui se sont emparés du Mont Cassin. Si l'armée française n'avait pas débarqué en Provence, elle était majoritaire, l'armée française, dans ce débarquement. Vous en avez entendu parler souvent, hein? Si la résistance n'avait pas maintenu des divisions entières d'Allemands sur le terrain, le débarquement de Normandie n'aurait pas pu avoir lieu. Ou alors il aurait eu lieu, mais bien plus tard. Et je peux continuer en parlant de la division Leclerc, qui est arrivée la première sur le Rhin, qui a pris Berchtesgaden, les soviétiques qui sont arrivés les premiers à Berlin. Mais Hollywood est passé par là. Hollywood est passé par là. Donc, ils n'ont pas gagné seuls la Deuxième Guerre mondiale, et ils n'ont gagné aucune guerre. Vous pouvez faire le bilan, hein, depuis. Corée, partage, et donc échec, hein, échec. Vietnam, on a bien vu. Afghanistan, vous avez vu ce qui s'est passé, hein. Je me souviens d'un raid en Iran, alors que leur ambassade était cernée. Ils ont perdu tous leurs hélicoptères. Bon, et ce qui va se passer actuellement en Ukraine, c'est la même chose. Ils vont quitter parce qu'ils ont vu que
Le chaos était là, c'était intéressant, les Européens se sont plantés, ils sont maintenant sous domination, ils sont effondrés économiquement, donc ils peuvent partir, ils ont les richesses. Ils ont les richesses. Ils vont partir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, là je fais un peu de digression, la représentante des États-Unis aux Nations Unies a dit que maintenant on engageait une négociation sans condition avec les Russes et les Chinois, sur le contrôle des armements. Je croyais que les Russes étaient l'ennemi des États-Unis, enfin l'ennemi théorique. Ben non, apparemment pas. Hein. Donc ces gens-là ne sont pas fiables et je vais y venir. Donc ils n'ont gagné aucune guerre et ils ont beaucoup tué, en revanche, ça c'est clair. Je voudrais dire une chose, c'est que d'abord, tiens, je vais faire un petit aparté. On s'imagine que les Américains nous ont sauvés en 1918. 1918. D'abord, on dit qu'ils sont venus en 1917. C'est faux. Et effectivement, ils sont venus en 1917. Mais l'armée française les a équipés, leur a donné des chars, leur a donné des avions. Ils ne savaient pas piloter, sauf l'escadrille Lafayette, hein, des volontaires qui s'étaient battus au sein de l'armée française. On les a équipés en armement collectif, en armement individuel. On a instruit leurs officiers, bref, on a fait un travail que l'on faisait avec nos armées africaines. Hein. Et oui, ils se sont engagés en juin 18. Ils ont perdu 100 000 hommes. On rendez compte, 100 000 hommes au regard des millions perdus par les Britanniques, les Russes, les Italiens, les Allemands, les Français, évidemment. Et 100 000 hommes, 50 000 par maladie. Donc, ne me parlez pas des Américains en 14-18. Et en 39-45, modérons leur participation. C'est des soldats, mais ils ont autre chose en tête que la victoire. Alors, la mise en œuvre, eh bien, justement en 1919, ils pratiquent ce que j'ai appelé la technique du charcutage géographique et le mépris des peuples. En 1919, lors de la négociation du traité de paix, Woodrow Wilson, qui était le président de l'époque, a sorti un plan en 14 points. Et ce document ne comprenait pas initialement le retour de l'Alsace-Moselle, que l'on appelait à l'époque l'Alsace-Lorraine, traduisant l'allemand, à la France. Vous vous rendez compte? Ça avait été l'objet de la guerre. Et il ne le mettait pas dans son plan en 14 points. Alors, évidemment, Clémenceau bondit, hein, et Wilson l'a mis finalement en 8e position. Heureusement encore, le Sénat américain a refusé. Bon, voilà. C'est la volonté des États-Unis. En 1943, Roosevelt, le deuxième Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, a présenté à Anthony Eden, qui était le Premier ministre, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, un projet de création d'un nouvel État, à la fin de la guerre, qu'il dénommait Wallonia, de Wallon, Wallonia. Alors c'était formé par la réunion de la Wallonie, du Luxembourg, de l'Alsace-Lorraine et d'une partie du nord de la France. Vous vous rendez compte? Dépeçage de la France. C'était dans l'intention du président Roosevelt. Charcutage. Mais cette modalité, ils réussiront à l'appliquer un peu partout. Ils ont promu, au moment de la dislocation de l'URSS, eh bien, les révolutions de couleur dans les pays du Proche et du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les printemps arabes. Et il faut savoir, par exemple, qu'au Proche-Orient, ils ont voulu effacer les accords Sykes-Picot, les accords franco-britanniques de la période de la Première Guerre mondiale, pour refaire un vaste ensemble qui aurait disloqué
Syrie, Irak, Jordanie, mis à part Israël, qui était déjà une contestation en soi des accords Sykes-Picot, et il reprenait d'une certaine manière le rêve de Lawrence d'Arabie. Hein, bon, ils ont réussi à créer le chaos. Et je crois que toute cette ambition, je pourrais parler aussi de leur volonté en Afrique équatoriale de constituer à partir du Rwanda un vaste ensemble, là aussi pour des raisons financières, des raisons de richesse des sous-sols, avec le Zimbabwe, bien évidemment américanisé, le Rwanda avec Kagame qui avait fait ses études militaires aux États-Unis, et toute la partie intéressante de l'ancien Congo belge, de la RDC. Et tout ça est parti, a pris de l'ampleur à partir de 1945, lorsque le Roosevelt, de retour de Yalta, s'est arrêté en Arabie Saoudite et où il a signé avec Ibn Saoud sur un bâtiment de la marine américaine qui s'appelait le Quincy, stationné sur le lac Amer, un accord, protection de la famille royale contre exploitation du pétrole. C'est là qu'est née l'Aramco. Alors, dans la politique, toutes sortes de mensonges. Je ne vais pas revenir aux temps anciens sur la guerre hispano-américaine qui repose sur un mensonge, mais je vais en venir justement à 1945 et à l'épisode de la fin de guerre au Japon. Les Japonais, l'armée japonaise, la marine japonaise était à l'os. Il n'y avait plus que 10% des forces terrestres capables de combattre. La marine était sous l'eau, au fond des océans. L'aviation ne pouvait plus voler. Et l'empereur avait réuni son cabinet restreint pour négocier la reddition du Japon. La reddition du Japon totale, à la seule condition que la structure traditionnelle du Japon soit maintenue, c'est-à-dire l'empereur, bref. Ils étaient passés par les soviétiques, dans un premier temps, les soviétiques ayant passé un accord, Staline ayant passé un accord avec les États-Unis, la voie fut dérivée. La Suisse et le Vatican, et donc les États-Unis étaient parfaitement au courant de la situation du Japon, qui allait à récipiscence, qui demandait l'arrêt du conflit. Et si la guerre s'était poursuivie, les experts de l'époque disent bon, ça aurait coûté peut-être l'invasion du Japon, à partir de Kyushu, ça aurait coûté 20 000 hommes, ce qui était insignifiant dans la quantité de morts de cette Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les États-Unis, pour devancer l'URSS dans la puissance atomique, ont décidé, c'est Truman, ont décidé de bombarder 2 villes, Hiroshima et Nagasaki, 200 000 morts, plus les morts par irradiation. Il n'y avait aucune utilité militaire à ce bombardement. Aucune. Alors, on ne peut pas le dire, mais si vous additionnez ce qui s'est fait avec les populations indiennes, ce qui s'est fait dans un certain nombre de pays, ce qui s'est fait au Japon, et ce qui s'est fait en Irak, par exemple, où Madeleine Albright, alors qu'on lui faisait remarquer qu'il y avait eu 500 000 enfants morts, sorti que ça en valait la peine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce pays ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce pays, honnêtement ? Il va accuser les autres de crimes contre l'humanité, mais lui, qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait ? Bon, ils ne respectent pas leurs alliés. Nous, Français, nous avons subi, je vais vous rappeler, les porte-hélicoptères de la classe Mistral que la France avait construits pour la Russie, sous Hollande. Les 2 bâtiments étaient prêts à être livrés, et Hollande, qui était un des 3 petits présidents, là,
bon, élu je ne sais pas comment, enfin ça ne me regarde pas, enfin ça me regarde en tant que citoyen, mais pas en tant qu'analyste, a cédé aux États-Unis. Et il a rompu le contrat avec la Russie, alors qu'il y avait 2 autres porte-hélicoptères qui étaient prévus. Alors, je vais un peu plus loin, et c'est beaucoup plus récent, et ça va vous remémorer des souvenirs quasiment immédiats. Les 12 sous-marins que nous avions prévu de construire pour l'Australie, avec l'Australie, qui faisait de nous le premier partenaire militaire de l'Australie, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis sont intervenus. Non, les Français, là, non. Hein. Et rupture du contrat par les Australiens. Et les Britanniques, toujours dans le rôle de la perfide Albion, avec les États-Unis, ont signé l'AUKUS, c'est-à-dire Australie, Royaume-Uni et États-Unis, un accord, alors qui prévoit la fourniture, ou la construction plus exactement, de sous-marins nucléaires, cette fois-ci, mais à partir des années 2040. Donc les couillons, là-dedans, c'est les Australiens. Et nous, bien évidemment. Bon, je pense qu'ils ne respectent pas leurs paroles, mais ça, on le sait. Et je vais faire allusion à ce qui s'est passé au moment de la dislocation de l'URSS. Il y a eu des entretiens avec le président russo-soviétique Gorbatchev, qui avait reçu à ce moment-là, dans des entretiens, pas des négociations, mais des conversations, mais officielles, de la part du secrétaire d'État américain James Baker, l'assurance que les pays de l'Europe de l'Est, libérés de la tutelle de l'URSS, ne rallieraient pas l'OTAN. Alors nous savons ce qui est advenu de cette promesse, pourtant confirmée à Helsinki après, hein, et pourtant confirmée en 1991. Vous voyez la mentalité de ce pays qui poursuit toujours sa volonté hégémonique. Bon, je ne peux pas ne pas parler de ce qui se passe en Ukraine. Vous savez que la guerre en Ukraine, ça n'a pas commencé en 2022, en février 2022, mais elle a commencé bien en amont, en 2014, avec les manigances de la CIA et de la fameuse Victoria Nuland, qui ont préparé. Il y a 12 bases, il faut dire les choses aussi, il y a 12 bases de la CIA américaine, donc, en Ukraine. Hein. Il y a des instructeurs américains. Bon, et cette guerre a commencé par le bombardement de populations ukrainiennes, parce qu'elles étaient ukrainiennes à l'époque, dans le Donbass. 14 000 morts, c'est pas rien. Donc on comprend qu'à la longue, les Russes qui voyaient leur... Oui, c'était leurs compatriotes, hein, russes et russophones, maltraités par les otano-ukrainiens, qu'ils aient pu imaginer cette opération militaire spéciale qui est en fait une guerre. Mais voilà, quand on fait de l'idéologie, on prend dans un événement un point particulier. Là, on prend les dits occidentaux prennent l'invasion de l'Ukraine. Mais si vous ne remontez pas aux sources, si vous ne remontez pas aux conditions, vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas les faits. Je parlais de la guerre franco-prussienne de 1870. Qui a déclaré la guerre? Alors vous allez me dire la France, Napoléon III. Mais qui est à l'origine de cette guerre? Souvenez-vous, la dépêche d'Ems. Bismarck voulait cette guerre pour intégrer l'Allemagne du Sud. Hein, il avait autour de la Prusse fait un ensemble et il voulait faire du roi de Prusse l'empereur d'Allemagne. Et il fallait pour cela que l'Allemagne du Sud soit intégrée à l'ensemble. Et donc, dans le cadre, je passe sur l'affaire, la France ne souhaitait pas qu'il y ait une militarisation, bon bref. Et le roi
enfin le roi de Prusse, qui prenait ses eaux à Ems, avait rédigé une note en disant, un message en disant que c'était, ma foi, tout à fait compréhensible. Et Bismarck, qui voit ça, a changé totalement le libellé, et c'est devenu extrêmement insultant à l'égard de la France, à l'égard de Napoléon III. Napoléon III n'a rien pu faire d'autre que de réagir. Et ça a été la guerre de 70-71, hein, qui a valu la guerre de 14-18 à la suite, parce qu'on a, évidemment, l'armée française n'était pas préparée, pas bien préparée, et il a fallu attendre un certain nombre d'années avant de prendre la revanche. Et c'est là la véritable origine de la guerre de 14-18. Donc, vous voyez, l'affaire ukrainienne, c'est pas aussi simple que les otano-américains veulent bien le dire. Alors, ils ont des instruments pour agir. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'injure de vous parler de la CIA. La CIA est partout dans le monde. Ils ont leur armée. 800 bases dans le monde. 800 bases. Je faisais un point de situation avec un ami, et à l'époque des grands empires coloniaux, de la France et de l'Angleterre, il n'y a jamais eu autant de bases dans l'un et l'autre de ces empires. Hein, autant de bases. C'est extraordinaire. Bon, et puis ils ont tout un système d'écoute, de renseignement. Vous avez entendu parler de Snowden, hein, qui a dit ce qu'il en était exactement. Vous avez des organismes qui écoutent. Il y a, par exemple, le système échelon, Five Eyes, qui regroupe uniquement les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Hein, et ça, c'est pour espionner le monde entier, en matière de communication privée comme publique. Puis il y a les ONG, les organisations non gouvernementales, qui n'ont de non gouvernemental que le nom, qui sont toutes liées au pouvoir américain. Chaque parti, les républicains et les démocrates, chaque parti a son ONG. Mais quand vous regardez les missions de ces ONG, elles sont quasiment identiques, promouvoir les États-Unis. Alors, et puis il y a plein de choses. Il y a le drainage des compétences, les incitations, les rapines. Alors, je reviens un peu en arrière dans l'histoire, à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, l'Allemagne avait plein de savants. Hein. Eh bien, les États-Unis, c'était l'OCS à l'époque, l'ancêtre de la CIA, ont récupéré. Les Soviétiques ont fait la même chose, mais pas de manière aussi importante. Ils ont récupéré des savants allemands, indépendamment de leur ralliement au nazisme. Un nom célèbre, von Braun, vous en avez tous entendu parler, qui était le concepteur des V1 et des V2. Ce type-là avait été fait par Himmler, Obersturmbannführer, c'est-à-dire un grade de commandant. Et il était considéré par Hitler comme le prototype de l'Allemand futur. Il avait été décoré par Hitler. N'empêche, il est parti aux États-Unis, il a dirigé la NASA. Le concepteur des ailes Delta, le concepteur des combinaisons anti-G pour les pilotage des avions à réaction, allemands, eux aussi impliqués dans l'utilisation des détenus des camps de concentration pour tester leurs inventions. Partis aux États-Unis, protégés par les États-Unis, devenus des membres éminents de la classe scientifique états-unienne. C'était l'opération Paperclip. Ils ont fait ça. Alors aujourd'hui, ils favorisent aussi le drainage des compétences avec des visas de travail. L'émigration de masse, ça ne les intéresse plus. Vous savez qu'ils ont monté un mur énorme entre le Mexique sur plusieurs milliers de kilomètres et les États-Unis. Mais en revanche, les scientifiques, oui, ça les intéresse. Donc ils leur donnent des visas de travail particuliers et des cartes vertes.
hein, et ils ont imaginé aussi un indice H, H du nom de son concepteur, qui s'appelle Hirsch, c'est Hirsch en allemand, c'est le chevreuil, hein, le chevreuil. Et cet indice H repose sur le nombre de publications dans les journaux scientifiques. Alors c'est assez pervers parce que pour publier, il faut de l'argent. Et donc vous avez des tas de gens, de scientifiques de haut niveau, qui ne peuvent pas publier parce que ils n'ont pas les moyens de publier. En plus, il faut publier en anglo-saxon, donc faire des traductions, etc., etc. Mais ils arrivent par ce biais-là à drainer des compétences. Ils peuvent briser des carrières. Ils peuvent briser des carrières. Lors de cet épisode de la Covid-19, évidemment, tous ceux qui s'opposaient à l'ARN messager, hein, ils ont été médiatiquement massacrés. Souvenez-vous de nos professeurs, là. Hein, ils ont été démolis alors qu'ils avaient des produits simples et bon marché qui n'étaient pas rentables pour les groupes de pression pharmaceutiques, essentiellement américains, regroupés curieusement dans un ensemble qui est inspiré de Bilderberg et qui s'appelle le Dolder Club. Le Dolder, c'est aussi un hôtel, mais cette fois en Suisse. Eh bien, ces gens-là sont regroupés et donc ils font la pluie et le beau temps en matière de pharmacovigilance, allais-je dire. Voilà, donc il y a le système de cotation des entreprises, des entreprises et des États. Pourquoi les États sont-ils notés AAA, AB, etc., etc. Et bien évidemment, les deux principales agences de notation sont états-uniennes. C'est encore une invention qui leur est due. Bon, eh bien, ça permet de racheter des entreprises, ça permet de faire baisser la valeur d'une entreprise pour pouvoir la racheter, ça permet de mettre au pilori un État ou un autre. C'est quand même extraordinaire. Hein. Alors les Chinois, j'y viendrai, hein, bien sûr, ont mis en place aussi une notation. Et il est évident que les États-Unis ne sont pas notés comme ils se notent. Bon, c'est comme ça. Et puis ils achètent. Alors ils achètent le dollar, toujours leur arme. Hein. Ils achètent. Et nous ne nous défendons pas bien. Je ne sais pas les pays étrangers, mais la France ne se défend pas bien. Souvenez-vous de l'affaire Alstom. Hein. Souvenez-vous de l'affaire Alstom. C'est scandaleux, c'est proprement scandaleux quand on regarde les choses avec un minimum d'objectivité. Alstom, c'est la dissuasion nucléaire, en grande partie. Bon, je passe sur les trains, sur tout ce que vous voulez, mais c'est une entreprise qui était investie dans la construction des chaudières de nos sous-marins. Et on donne ça à l'étranger, on donne ça aux Américains. Mais bon, vous savez qui est à l'origine. Je ne fais pas de politique. Hein. Bon. Alors, l'extraordinaire richesse, c'est assez fabuleux parce que la France est quand même un pays remarquablement scientifique. Et nous avons une richesse extraordinaire dans le domaine de la haute technologie et des industries stratégiques. Mais les Américains nous ont racheté, par exemple, l'ATCOR. Alors, peut-être vous ne vous souvenez pas de ce qu'est l'ATCOR. C'est une des plus vieilles entreprises aéronautiques françaises qui a participé à la conquête de l'air, hein, vendue aux États-Unis. Vendue aux États-Unis. Enfin, oui, acheté par les États-Unis. Le rachat d'Excelia, ça c'est un scandale aussi. Racheté par l'entreprise états-unienne EICO. Excelia, c'est pourtant une entreprise majeure de la BITD. La BITD, c'est la base industrielle et technologique de défense. Et c'est elle qui fournissait des matériels majeurs pour le Rafale, par exemple. Elle est importante pour la défense nationale. Bon, les dégâts commis par cette vente, par la légèreté gouvernementale, c'est extraordinaire. L'État n'a pas réagi.
comme pour d'autres entreprises, comme Photonis, Teledyne Technologies. Il faut savoir que cette entreprise est essentielle dans de multiples domaines où la souveraineté nationale est en jeu. J'ajoute, je termine là-dessus, les normes ITAR, ITAR. Dès que vous avez... C'est de l'inquisition. Dès que vous avez un produit qui fait appel à un minimum de matière états-unienne ou qui est commercialisé en dollars, c'est un véritable outil d'inquisition commerciale. Autour de ce produit, cette norme observe de manière très précise tout ce qui contribue à la fabrication, non seulement des pièces, mais aussi la nationalité des fournisseurs du reste des matières essentielles pour ce produit, les intermédiaires commerciaux, la formation requise pour son utilisation, ainsi que les services de maintenance et de réparation. Vous vous rendez compte ? C'est de l'inquisition. C'est de l'inquisition. Et puis, bon, il y a autre chose qui me fait peine, c'est le contrôle des arts. Pourquoi ? Parce que l'art, c'est la beauté. Donc c'est l'élévation de l'âme. Et il n'y a rien de plus individuel que l'art, que la richesse intellectuelle. Mais rappelez-vous ce que disait Chomsky, hein, c'est contraire à cet abaissement souhaité par cette caste dominante. Si je devais résumer, la nature de l'agression que les États-Unis portent contre le beau et l'ordonné, je dirais qu'ils caressent l'impulsif, le limbique et le bas-ventre, si vous voulez, l'impulsif et l'instinctif au lieu de l'esprit. Bon, on n'y fait plus garde, on n'y fait plus attention, mais la bouffe rapide, bon, il arrive à tout le monde de manger un sandwich, mais quand c'est systématisé, vous ne trouvez pas que c'est une agression contre le bon, hein, et contre l'équilibre alimentaire, le débraillé généralisé, hein, dans l'habillement. Et juste de souligner que la population états-unienne, je l'ai dit au début de mon propos, subit elle aussi cette volonté de la caste mondialisée, anglo-saxonne et assimilée, d'abaisser et de coloniser le genre humain. Et puis, brochant sur cette affaire, il y a la langue. La langue. Regardez la destruction actuelle ou le sabotage du français courant par l'invasion de mots anglo-saxons. Alors, parler une langue étrangère, c'est un enrichissement, ça peut être un enrichissement, mais en faire usage à la place de sa propre langue, c'est accepter de s'imprégner pour une grande part de la façon d'être et de penser des peuples qui l'ont forgé. C'est s'assimiler, c'est se convertir, c'est s'aligner. Elle s'avère donc aussi un puissant outil de propagande et d'influence quand tout est fait pour l'imposer. Et vous voyez que ce n'est pas obligatoirement les États-Unis, le Royaume-Uni qui imposent la langue, mais c'est les relais. Hein, les relais. Alors il y a aussi des modèles, vous pourriez m'en parler, hein, des modèles individuels utiles. Hein, cette caste a besoin d'entretenir sa puissance. Elle le fait par le système ultralibéral que je viens de décrire, qu'elle contrôle, mais elle suscite aussi l'émergence d'individus qui créent des fortunes colossales en agissant en conformité avec son dessein de domination. Et ils sont de puissants relais intervenant dans le monde entier et leur fortune personnelle est parfois supérieure au budget de la plupart des 193 États représentés aux Nations Unies. Alors vous voyez à qui je fais allusion, hein, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Buffett, etc., etc. Mais tous ces gens, j'ai analysé leurs entreprises, sont en liaison intime avec soit la NASA, soit la CIA, soit directement le gouvernement américain. Donc c'est des relais d'influence. Alors pourtant, ce pays est malade. Il est malade il y a une dette énorme
33 000 milliards de dollars. Si on ajoute la dette des États fédérés, la dette des ménages, c'est 115 milliards de dollars. Mais vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il y a le délabrement social. Le délabrement social, cette population comment dire, elle est la juxtaposition des communautés, l'absence d'idées véritablement fédératives que peut être une nation, fait que les individus se comparent, je l'ai dit, dans les groupes sociaux, et que, évidemment, ne pouvant pas participer autant que dans une nation à la construction du pays, ils promeuvent la violence. C'est un pays extrêmement violent, les États-Unis. Je l'ai décrite, j'ai décrit cette violence depuis le début. Il y a eu l'année dernière, donc en 2023, plus de 500 attaques de masse, massacres de masse, ou tentatives de ce genre, ce qui donne une idée du dérèglement moral de ce pays. Mais il y a d'autres aspects. L'obésité, par exemple, qui est devenue un fléau, et elle atteint surtout les communautés les moins favorisées. L'usage de la marijuana, il y a près de 50% des jeunes qui ont fumé ou qui ont eu accès à des drogues plus dures. Le système scolaire public est totalement défaillant. Alors, il ne joue plus le rôle canaliseur de la violence, ni évidemment le rôle d'insertion citoyenne. Il faut savoir aussi que l'enseignement supérieur, qui est tant admiré par certains en France, est totalement malmené, à l'abandon, perverti, et que ce n'est qu'une caste, donc les enfants de cette caste dirigeante, qui peuvent parvenir à suivre des études dans les grands noms des universités américaines. Près de 13% des États-Uniens ne disposent d'aucune protection sociale, soit plus de 40 millions de personnes. La juxtaposition des communautés fait que, aujourd'hui, les Blancs sont minoritaires. Ils sont 152 millions sur 332 millions d'habitants. Et leur rôle ne cesse de décliner. Il y a la présence de plus en plus nombreuse des latinos, malgré le barrage dont je parlais, qui ne font aucun effort pour s'assimiler, qui même promeuvent la langue espagnole ou une langue métisse. Il y a le déclin des ressources, la crise écologique, la désindustrialisation. L'emploi industriel ne représente aujourd'hui que 8,4% de l'emploi total, et c'était 13% il y a 20 ans. Comment voulez-vous donner du travail à tous ces gens qui n'ont pas de formation? C'est extrêmement difficile. Donc il y a une cristallisation des positions et une violence contenue que vous pouvez voir dans les rapports entre Trump et Biden, dans les soutiens de l'un et de l'autre. On est parfois au bord de l'affrontement. L'armée est en difficulté. L'armée est en difficulté pour des raisons humaines. Sur la période, enfin l'âge de 18 à 25 ans, on a à peine 25% des jeunes qui sont aptes physiquement et intellectuellement à l'engagement. Et tous ne sont pas volontaires à l'engagement. Tous. Donc il y a un énorme problème de recrutement dans l'armée américaine qui est obligé de baisser le niveau de recrutement. Il y a évidemment une insuffisance de formation. Il y a aussi un déficit dans la compétition d'armement. Alors ils ont évidemment un armement de qualité, mais pas dans tous les domaines. Par exemple, dans les missiles à trajectoire aléatoire hypersonique, ils sont distancés par les Russes, voire par les Chinois et les Français. Curieusement, les Français. Non, pas curieusement. On est très bon. On a une DGA qui fonctionne remarquablement bien.
mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens suffisants pour avoir le matériel en nombre. Alors, bon, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et surtout, le monde est sur le point de se rebiffer. La paix n'est pas favorable à ce pays. Il doit donc se trouver des ennemis, quitte à engager toutes sortes de manœuvres provocatrices pour en créer. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Mais il a déjà prévu d'aller vers Taïwan. Hein, j'ai rédigé avec mes camarades du Cercle de réflexion interarmée, enfin j'ai présidé un groupe de travail sur la bascule des États-Unis sur Taïwan. La bascule des États-Unis de l'Ukraine sur Taïwan. L'Ukraine, c'est fermé pour eux, c'est fini. Hein. Et ils vont maintenant vers leur ennemi véritable, la Chine. Mais la Chine, c'est un autre morceau. Hein. C'est un autre morceau. Alors, l'Ukraine terminée ? Oui, oh bah, l'Ukraine c'est terminé, c'est plié, bien sûr, c'est plié. Ils ne veulent surtout pas engager de troupes officiellement, et ils laissent aboyer les Européens qui jouent un rôle acteur, mais qui vont se trouver cocus comme... voilà. Si Biden passe, ça va continuer. Pardon ? Si Biden passe, ça va continuer. Oui. Oui, Biden, des deux, c'est le plus dangereux, mais je pense que d'ici l'élection présidentielle américaine, les choses vont évoluer sérieusement. Qui plus est, ils n'ont aucun intérêt maintenant qu'ils ont réussi à rabaisser l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est plus alimentée en gaz, qui lui fournissait une énergie pas chère et qui lui permettait d'activer son industrie. L'Allemagne est maintenant en crise, donc elle ne concurrence plus par ses produits les États-Unis. Les États-Unis peuvent vendre leur gaz de schiste, hein, malgré les problèmes écologiques que cela peut donner. Ils ont fracturé l'Union européenne, c'est clair, hein, c'est clair. Et ils ont réussi à récupérer en Ukraine ce qui les intéressait. Donc maintenant, très probablement, là c'est pas dans mon propos, mais très probablement, l'Ukraine, on va aboutir à ce qui avait été négocié en Turquie entre Zelensky et Poutine, donc une neutralisation de l'Ukraine, qui n'intégrera pas l'OTAN. Bon, la Crimée, ça a toujours été russe, donc ça c'est accepté. Et le Donbass, sous un statut particulier des deux républiques. Voilà. C'est, à mon avis, vers ça qu'on peut aller. Sinon, ça sera une dislocation totale de l'Ukraine, avec la partie occidentale qui n'est pas russe, qui n'est pas russophone, et puis la partie orientale qui, elle, est russophone, et du côté de la Russie. Donc je ne crois pas, honnêtement, que les États-Unis veuillent aller au conflit. Bien sûr que non, parce qu'ils savent très bien que s'ils vont au conflit, ils sont, je vais vous parler de la vision polaire du monde, ils sont à côté de la Russie, hein, et les missiles russes peuvent très bien atteindre aujourd'hui New York comme San Francisco, etc., etc. Donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous, et puis l'intérêt des États-Unis n'est pas de ce côté-là, il est du côté du Pacifique. Et là, je pourrais en parler aussi, mais ce n'est pas le propos. Ils essaient d'entraîner l'OTAN vers le Pacifique. L'OTAN n'aurait pas dû subsister à la fin de l'URSS, mais contre vents et marées, on l'a maintenu. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, du côté de la Chine, et j'en conclus mon propos là, il y a la Chine, c'est une puissance formidable, avec des organisations comme l'OCS et les BRICS,
qui rallie de plus en plus de pays et qui représente 75% de l'humanité. Et si on parle de PIB, près de 30% du PIB mondial, c'est quand même extraordinaire. Et beaucoup de choses échappent de plus en plus à la mainmise des États-Unis, à la domination des États-Unis. Par exemple, dans la gestion des capitaux, les échanges de capitaux, il y a en Occident, maintenant, parce qu'il faut parler comme ça, le système SWIFT d'échange de capitaux, qui est contourné par le SPSF, qui a été mis en place par les Russes et les Chinois, et qui promeut l'échange en monnaie nationale. C'est-à-dire qu'on échange en yuan, en rouble, en toutes sortes de monnaies, et de moins en moins en dollars. Voilà, donc il y a une évolution de ce côté-là. Et puis je dis que si la civilisation occidentale a été la véritable mondialisation, il y a un certain nombre de pays qui ont pris ce qui était intéressant dans la civilisation occidentale, mais qui sont revenus aujourd'hui, alors que la civilisation occidentale montre ses limites et la voie du déclin qui est la sienne. Ces pays-là ont repris leur propre civilisation, agrémentée de ce qui était intéressant de l'Occident. Et je crois qu'une civilisation occidentale qui est née sur les bords de la Méditerranée, hein, qui est héritière de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire romain d'Occident, donc de l'Empire byzantin et de l'Empire romain, qui se priverait de la Russie, ne serait pas véritablement une civilisation. Et si on est sur la pente déclinante, je crois qu'il faut arrêter, et pour ce qui concerne la France, arrêter de s'aligner sur les États-Unis et retrouver la souveraineté qui était l'objectif, qui était le combat du général de Gaulle et d'un certain nombre de personnes. Parce qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de progrès en dehors des nations. Ça ne veut pas dire que les nations ne coopèrent pas, au contraire, mais ça veut dire qu'elles gardent leur entité, leur personnalité, et qu'elles participent justement de manière chacune à sa manière à l'élaboration d'une civilisation ou d'un progrès civilisationnel. Voilà, mesdames et messieurs, je sais que j'ai été...